Les îles du Québec ont chacune leur caractère unique. Anticosti, les îles Mingan, Sept-Îles, l'île aux Grues, l'île aux Coudres, Grosse-Île, l'île d'Orléans et les îles de la Madeleine. Je m'appelle Éric Faneuf et je suis anthropologue-archéologue depuis presque 30 ans. Je vous invite à me suivre et faire le tour des îles, découvrir leur beauté, leurs habitants et leur histoire. Bonjour et bienvenue à tous à Le Tour des îles. Nous sommes présentement à la Grosse-Île, dans l'archipel de l'île aux Grues. Après une demi-heure de bateau avec Croisière La Chance, on s'apprête à rencontrer notre guide Shadi de Parc Canada qui va nous faire visiter le lieu historique national de Grosse-Île et les monuments des Irlandais. Ensemble, on va revivre comment ont vécu plus de 4 millions d'immigrants sur 100 ans d'histoire lors de leur arrivée ici au Canada. Beaucoup sont morts sur l'île et aujourd'hui, ce lieu est un musée vivant qui leur rend hommage. Shadi, merci de m'accueillir sur la Grosse-Île. C'est un plaisir. C'est quoi les débuts de la Grosse-Île, en fait? Là, ici, on voit que c'est l'île de Quarantaine, mais avant ça, ça a commencé comment? Comme vous l'avez dit, cette île a été la station de quarantaine du port de Québec durant 105 ans. Elle va être créée en tant que station de quarantaine à partir de 1832. Ça va être issu de la réquisition de l'île par les autorités coloniales de l'époque dans le contexte d'une épidémie de choléra qui sévit en Europe et qui menace de se transporter en Amérique du Nord. Donc, il y a eu un détachement de militaires britanniques qui va débarquer au printemps 1832 pour aider avec des civils à construire les premières installations de la quarantaine. Elles vont être initialement concentrées dans le secteur ouest de l'île, là où les visiteurs débarquent aujourd'hui, près du quai. Donc un petit hôpital conçu pour recevoir une cinquantaine de patients et également des abris pour recevoir environ 300 personnes bien portantes gardées sous observation de manière préventive. Donc c'est le principe de la quarantaine. Les malades doivent être traités, mais les personnes qui ont côtoyé également les malades à bord des navires, dont les conditions, il faut le dire, au niveau de l'hygiène sont déplorables à l'époque, doivent être gardées sous observation, la quarantaine à proprement parler, au cas où une maladie se développerait. Puis pourquoi on a pris la Grosse-Île? On va porter le choix de l'emplacement de la station sur une île qui est située à environ 50 km en aval de Québec, une des nombreuses îles de l'archipel de l'île aux Grues. Grosse-Île ayant la caractéristique principale de comporter une presqu'île à son extrémité ouest, ce qui favorise l'isolement des immigrants dans cette partie de l'île. Donc c'est d'où le fait qu'initialement, l'essentiel des infrastructures vont être concentrées à l'ouest de l'île, tandis que le reste de l'île peut être utilisé par les autorités civiles et militaires pour le fonctionnement de la station de quarantaine. Éventuellement, évidemment, d'autres secteurs vont voir le jour dans le reste de l'île. Et donc on a une île qui en son sein comporte un secteur isolé, mais évidemment l'île en soi est relativement isolée à plusieurs kilomètres de la côte, tout en étant relativement accessible au cœur de ce qui est l'autoroute vers le cœur du continent à l'époque, le Saint-Laurent. Alors voilà, on est ici au Lazaret. C'est un des plus vieux bâtiments de Grosse-Île. Et c'est également le témoin du passage des immigrants irlandais en 1847.
1847, c'est une année particulière dans l'histoire de la Grosse-Île. Ça correspond à l'apogée de la grande famine qui sévit en Irlande. Et uniquement cette année-là, il y a tout près de 100 000 immigrants, en majorité des Irlandais, qui vont converger vers Québec. Malheureusement, ils sont déjà affaiblis par la famine et en raison des conditions très difficiles à bord des voiliers qui les transportent, des voiliers qui sont d'ailleurs souvent surnommés les bateaux cercueils à l'époque. Et bien, des milliers d'entre eux vont tomber malades, entre autres du typhus. Sur les 100 000 immigrants, il y en a environ 18 000 qui ne survivront pas cette année. Des milliers qui vont mourir en mer, d'autres à Grosse-Île, à la station de quarantaine, et plusieurs autres tout le long du trajet dans la vallée du Saint-Laurent qui les amènent vers leur destination finale, que ce soit Québec, Montréal, Kingston ou Toronto. Et ici, à la station de quarantaine de Grosse-Île, les installations initiales sont nettement insuffisantes pour recevoir tout cet afflux d'immigrants. Rapidement, les installations qui sont initialement concentrées dans le secteur ouest de l'île vont être débordées. On a à peine 800 places dans les abris pour bien portants et 200 places dans les hôpitaux au début de la saison. Et dès l'arrivée du deuxième bateau, les installations sont déjà saturées. On doit transférer une partie des immigrants dans un autre secteur de l'île alors inoccupé, à l'est de l'île ici. On les loge d'abord dans des tentes et à la fin de l'été, les tentes sont remplacées par 12 bâtiments en bois similaires, comme celui-ci, des bâtiments qu'on de nos jours on surnomme des lazarets. Le secteur dans lequel on se trouve présentement, le secteur Est, va devenir un secteur réservé uniquement aux immigrants malades. Ça va donc devenir le secteur des hôpitaux. Et plusieurs des anciens abris de 1847 sont convertis en hôpital. Celui-ci va devenir l'hôpital des bariolés, la chaîne des picotés, comme on l'appelle. Donc la variole, qui est une des maladies les plus fréquentes et les plus contagieuses à l'époque, dont les symptômes s'apparentent à ceux de la varicelle, mais beaucoup plus dramatiques. Effectivement, c'est une maladie mortelle. Les maladies quarantenaires qui sont traitées à la station de quarantaine sont toutes des maladies potentiellement mortelles. La variole est caractérisée par des éruptions cutanées, des pustules qui vont couvrir l'intégralité du corps, qui peuvent parfois défigurer les gens. Et c'est une maladie qui est aussi caractérisée par la fièvre et la photosensibilité. D'où le fait qu'en 1904, à l'extrémité du bâtiment, on va aménager une salle entièrement rouge, conçue pour filtrer les rayons ultraviolets du soleil et minimiser la propagation des pustules, entre autres, sur le corps. Donc ça va permettre de traiter les pires cas de variole de manière plus efficace et plus rapide. Ils ont simplement mis du rouge dans les vitres. Oui, à l'époque, c'était du verre rouge qui pouvait être poussé avec une glissière en face des fenêtres. Même la literie était rouge. Donc, c'était vraiment pour créer une atmosphère sombre, un peu comme dans les chambres noires. Alors en fait, en fonction de la loi de la quarantaine, les navires qui arrivaient de l'étranger avec des passagers à bord devaient s'ancrer au large de l'île pour d'abord subir une inspection médicale. Donc des membres du personnel de la station, entre autres un médecin assistant, montaient à bord pour procéder à l'inspection. Et si les cas de maladie étaient détectés, évidemment, les gens malades étaient transférés directement dans le secteur des hôpitaux par l'intermédiaire du quai de l'Est, donc ne débarquaient pas ici. Par contre, les gens qui avaient côtoyé les gens malades pouvaient être des cas à risque. Donc, on devait les garder sous observation, malgré qu'ils soient apparemment en santé. Donc, tous ces gens-là débarquaient ici, au quai de l'Ouest. Ils étaient bloqués ici, ils devaient absolument rentrer là. Effectivement, il y avait un portail sur le quai et la première étape, c'était la désinfection. Qu'est-ce qu'on voit ici maintenant? En fait, ce que vous voyez, c'est l'équipement qui était utilisé pour la désinfection des bagages des immigrants. D'un côté, les immigrants montaient à l'étage pour prendre leur douche désinfectante. Pendant ce temps-là, leurs bagages devaient aussi passer à la désinfection. Les bagages étaient regroupés sur le quai, placés dans des chariots et dans des cages comme ce que vous voyez ici. Ils étaient poussés sur le système de rails jusqu'à l'intérieur de chacune des 3 grandes étuves de métal qui sont ici au fond de la salle. 2 chariots pouvaient entrer dans chacune des étuves. Ensuite, on scellait les portes et on y injectait de la vapeur sous pression, ce qu'on appelle la vapeur sèche, une vapeur surchauffée au-delà de 115 degrés Celsius pour laisser moins d'humidité. Évidemment, c'est une substance désinfectante qui tuait les germes présents potentiellement dans les bagages des immigrants. La désinfection durait environ 45 minutes. Même chose pour les immigrants. Ils entraient par ici, prenaient leur douche désinfectante et ressortaient de l'autre côté pour reprendre leur bagage et aller commencer leur quarantaine dans les hôtels respectifs. Mais les douches que vous allez voir, donc, étaient, somme toute, relativement modernes et à la fine pointe de la technologie.
Et la première étape, c'était d'abord l'attente, dans les salles d'attente. Par exemple, celle-ci, on avait 4 salles d'attente de ce côté-ci. Il faut comprendre qu'il n'y avait que 44 douches, donc on devait faire patienter les immigrants un certain temps. On pouvait les séparer selon le sexe, la langue ou la nationalité. Et c'était l'occasion aussi de leur donner des instructions sur la quarantaine et aussi sur le fonctionnement des douches. Donc 44 douches similaires. Certaines sont complètement ouvertes. Vous voyez qu'il y a 2 compartiments. Le premier est fait pour se changer. On y retire ses vêtements. On les met dans un sac, une boîte numérotée, qui incidemment porte le même numéro que les bagages qui sont désinfectés parallèlement au rez-de-chaussée. Et ensuite, les immigrants entrent dans la cabine de douche elle-même. Vous pouvez voir qu'il y a des cerceaux métalliques qui vont asperger entièrement le corps de l'immigrant avec une solution d'eau et de bichlorure de mercure. Évidemment, ce ne serait pas homologué par Santé Canada de nos jours, mais c'était très peu toxique à l'époque, surtout considérant qu'on avait souvent qu'à se soumettre à ce genre de procédé que quelques fois dans sa vie. Donc, vous pouvez noter la présence d'un petit grillage, pas tant pour éviter des évasions que pour éviter une curiosité malsaine. Même à cette époque-là? À la sortie du bâtiment de désinfection, on remettait aux immigrants un certificat de désinfection prouvant qu'ils avaient bel et bien été désinfectés en fonction de la loi sur la quarantaine. Ils allaient ensuite commencer leur quarantaine dans les hôtels respectifs. Et si aucun symptôme ne se déclarait à la suite de la période potentielle d'incubation de la maladie suspectée, ils pouvaient repartir vers leur destination finale, Québec. Ah, ici, c'est le mémorial? Le mémorial, c'est un monument relativement moderne qui remonte à 1998, qui a été inauguré en présence de la présidente d'Irlande, Mary McAleese. C'est un monument qui honore la mémoire de l'ensemble des gens enterrés dans les 105 ans d'histoire de la station de quarantaine, dans un des 3 cimetières successifs, soit le cimetière de l'Ouest ici, le cimetière du Centre ou le cimetière de l'Est. Évidemment, l'immense majorité de ces gens-là sont des immigrants irlandais, entre autres pour l'année 1847. Au total, vous avez 7 553 personnes enterrées en 105 ans d'histoire, mais seulement pour l'année 1847, 5 424 personnes. Donc, tous les noms sont classés par ordre alphabétique et par ordre chronologique également. Donc, dans chacune des années, vous avez les noms par ordre alphabétique. Donc, l'essentiel des panneaux, ça regroupe les noms de l'année 1847, essentiellement des noms d'immigrants irlandais. L'île servait de point de repère pour les marins dans la région et on lui doit, en fait, le nom de Gros-Île vient du fait que c'est l'île la plus haute et qui semble la plus massive dans l'archipel, avec un sommet à environ 60 mètres d'altitude. L'île aux grues est 4 fois plus grande que Gros-Île. Par contre, elle est beaucoup moins élevée que Gros-Île. C'était un amer que les navigateurs utilisaient à l'époque? Effectivement. Autrement, la principale construction ici qui domine tout le paysage, c'est la croix celtique. Donc ça, c'est un monument commémoratif qui a été inauguré ici en 1909, le jour de la fête de l'Assomption. Ça honore la mémoire des immigrants irlandais victimes de la famine et du typhus et enterrés ici à la Grosse-Île en 1847 et en 1848. En 1897, 50 ans après la tragédie irlandaise, des pèlerins irlandais sont venus visiter l'île et ont été attristés de voir qu'aucun monument n'honorait la mémoire de leurs compatriotes. D'où le lancement d'une campagne de financement chapeautée par une association nationaliste irlandaise, l'Ancien Ordre des Hiberniens, qui va déboucher sur l'inauguration de ce monument-ci en présence de milliers de personnes, des Canadiens français et des membres de la communauté irlandaise catholique nord-américaine en 1909. Shadi, merci beaucoup pour la belle visite. Merci, ça me fait plaisir de t'avoir reçu ici, Éric. J'espère que tu reviendras nous voir à l'occasion. Et s'il y a une chose que j'espère aussi que tu vas avoir retenue de ton passage ici, c'est que pour la plupart des immigrants, Gros-Île et le port de Québec était un portail vers un avenir meilleur. Donc, c'était pas la fin, c'était le début. Je passe le message. Merci. Merci.